on va démarrer ce live. On va attendre que les gens arrivent. On se voit beaucoup en ce moment, mais je pense que l'actualité est chargée. Je pense qu'on a malheureusement pas fini de se voir souvent. Voilà, donc on est ce soir avec le docteur Isabelle Usan qui va nous parler des Covid longs. Je vais attendre un petit peu que tout le monde soit là pour la présenter et qu'elle se présente. Et donc voilà, donc il y a déjà une personne qui est là, super. Il y a toujours un petit décalage. Alors, je vais essayer de regarder sur mon Facebook. Voilà, donc je vois l'image qui apparaît. Donc si déjà les gens qui sont là peuvent nous faire un petit coucou et puis nous dire si ils nous entendent bien. Voilà, alors j'avais mon Facebook avec le son qui est allumé, ce qui donnait un peu d'écho. Donc là, ça doit être bon. Donc voilà, il y a déjà une première personne. Alors, je vais vous demander de donner votre accord pour qu'on puisse voir votre nom qui apparaît. Alors, je sais pas si Cadeau, tu peux me dire si ça a changé quelque chose. Oui, merci Cadeau pour le son. Est-ce que tu as vu le petit message pour autoriser les gens à ce que leur... Non, il n'y a rien. D'accord, je ne sais pas trop comment ça marche malheureusement. Peut-être là, ça fait quelque chose. Parce qu'en fait, tu vois, euh, le problème, c'est que si je fais apparaître les noms, on n'a plus on sait plus qui vous êtes. Alors moi, je le vois parce que j'ai le Facebook allumé. Mais sinon, avant, on pouvait avoir, mais ils ont changé les règles chez Facebook et maintenant, c'est plus automatique. Il y a toujours rien, non? Bon, bah écoute, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, ça ne nous empêchera pas de vous voir et de poser les questions. Donc là, il y a déjà 37 personnes. On va attendre 3-4 minutes quand même. Alors, on va se mettre avec l'écran qui nous permet de voir les questions. Voilà, donc vous voyez, j'ai les réponses qui apparaissent, mais malheureusement, je ne vois plus je vois plus votre nom qui apparaît. Donc voilà, on a bonsoir de Toulon. Oui, l'essentiel, comme tu dis, c'est que je vois les questions, absolument. Donc Isabelle, je ne sais pas si tu arrives à lire les questions. Je lis difficilement les questions. Bon, mais c'est pas grave, tout à l'heure, je les ferai apparaître à l'écran. Les T'inquiète pas. caractères sont un peu petits pour moi. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc, 55 personnes qui nous regardent. Donc, on va pouvoir, je pense, démarrer. 60. Bon, Cadeau, oui, c'est effectivement. Je te reconnais. Voilà, tu vois, je les ferai apparaître comme ça, les questions. Ah ben, Annie Tayeb, voilà, elle a réussi à faire quelque chose, elle, hein, puisqu'on la voit maintenant. Ah ouais. Donc, Annie, elle a dû appuyer sur quelque chose, sur un bouton. Annie, si elle peut nous dire sur quoi elle a appuyé, comme ça, les autres, ils auront leur photo. Voilà, normalement, ça doit apparaître comme ça. Donc, il doit y avoir un petit bouton, je pense. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on va pouvoir, on va quand même pouvoir continuer. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, comme je le disais au tout début, on va parler des Covid longs, qui est un sujet qui est compliqué, qui touche un certain nombre
de personnes, en particulier dans ce groupe, et je sais que vous nous posez souvent des questions, qu'on a un petit peu de mal à y répondre. Et parmi les questions, les remarques qui reviennent souvent, il y a le manque de reconnaissance de la part des médecins qui ont du mal à vous croire, à comprendre ce que vous avez. Alors aujourd'hui, on a la chance pour nous, peut-être pas la chance pour Isabelle Usan, mais voilà, Isabelle est médecin et elle a eu malheureusement pour elle un Covid, et un Covid qui s'est transformé en Covid long. Donc on va avoir un témoignage de l'intérieur et des conseils d'un médecin qui a trouvé un certain nombre de moyens, non pas pour faire disparaître ce Covid long, mais en tout cas pour en atténuer grandement, et elle espère pour le faire disparaître à terme. Donc bonsoir Isabelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me recevoir et de pouvoir, de me permettre finalement ce soir de donner mon témoignage. Même si en tant que médecin, moi je suis radiologue, j'ai l'occasion régulièrement d'écouter, d'entendre les témoignages de tous mes patients. Et c'est avec un vif intérêt que je les écoute car ils résonnent très souvent avec des symptômes que je connais bien. Alors Donc, peut-être Isabelle, tu peux rapidement nous expliquer toi quand est-ce que tu as eu le Covid, et comment est-ce que d'abord le Covid a été un Covid assez sévère, qu'est-ce que tu as pris comme traitement, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, voilà. donc moi j'ai eu le Covid à la fin du mois de mars par un contact familial proche. En tant que médecin, j'ai tout de suite respecté les règles qu'on avait fixées, c'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler immédiatement dès que les premiers symptômes sont apparus. Et j'ai en fait eu un Covid léger pendant 14 jours, à savoir de simples petits troubles digestifs. En plus, à l'époque, on ne savait pas si les troubles digestifs, si la diarrhée était un signe de Covid. Je commençais à avoir lu dans la littérature que c'était un signe qui pouvait quand même faire penser au Covid. Mais je dois dire qu'en dehors de ces quelques troubles digestifs et un peu mal à la gorge, j'ai eu très peu de symptômes. Ce qui Tu fait as que fait moi, quand même une allègrement, PCR, enfin, le diagnostic du Covid a été fait. alors, il avait été fait, pour tout dire, c'est mon père qui a été malade juste avant moi et qui a été hospitalisé avec un PCR positif. Donc, j'ai compris dès que j'ai eu quelques symptômes qu'il s'agissait du Covid, mais je ne me suis pas fait tester immédiatement. D'accord. Donc, il se trouve que les signes étant très mineurs, j'étais assez décontractée en me disant, bah, moi j'ai des signes très mineurs, tout va bien, j'ai pas de fièvre, j'ai quelques troubles digestifs, j'ai un peu mal à la gorge. Et donc, j'étais assez sereine en ce qui me concerne. Mhm. Voilà. Tout a démarré au 14e jour, donc c'est vraiment comme on le dit dans les livres. Et au Ouais. 14e jour, j'ai eu mon premier symptôme un dimanche. 14 jours après, le dimanche qui a suivi les 14e jours, en plein milieu d'après-midi, j'ai eu tout à coup du mal à respirer. Et ça, je peux dire que c'est extrêmement anxiogène. Je suis d'une nature plutôt calme, puisque je pratique le yoga depuis plus de 10 ans. Et cette sensation de gêne respiratoire, de blocage inspiratoire, elle est paniquante au possible. Donc voilà. Et donc, ce sont les seuls symptômes que j'ai eus, la gêne respiratoire, incapacité à inspirer. Voilà comment ça Et s'est toi passé. qui es radiologue, tu t'es fait un scanner immédiatement? Alors, j'ai pas fait le scanner le premier jour. Le premier jour, j'ai appelé le SAMU D'accord. parce que je me suis retrouvée dans un état de panique absolue. Je ne savais plus quoi faire, je n'arrivais plus à respirer. Malgré toutes les positions que j'essayais, en essayant de me détendre, j'ai essayé de dormir, impossible d'inspirer. Donc je me suis retrouvée dans un état de grande inquiétude et j'ai appelé le SAMU qui est venu. Et alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, fin mars, avril, c'était la période où c'était la panique pour tout le monde. Les hôpitaux commençaient à être saturés. On ne savait pas quoi faire des patients. On leur disait prenez juste du Doliprane et s'il n'y a pas de signe de gravité, on vous laisse chez vous. C'est ce qui s'est passé. Et le SAMU m'a laissé chez moi, à mon domicile, après avoir fait un dosage d'oxygène au doigt. Et je me suis retrouvée donc chez moi, seule,
avec une grosse gêne respiratoire dans un état de grande angoisse. Ça, je dois le dire. J'ai tenu comme ça pendant 5 jours. Ouais. En me rendant compte que finalement la première nuit est passée, donc j'étais toujours vivante le lendemain, et donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Si je suis toujours là le lendemain et que je respire quand même, c'est que la nuit ou quelque chose s'est passé. Donc là j'ai commencé à réfléchir malgré mon angoisse, et je me suis dit que en diminuant ma respiration, c'était peut-être un moyen finalement en hypoventilant de tenir le coup. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai tenu comme ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Sauf qu'au bout de 4 jours, on commence à repaniquer parce que les choses ne s'arrangent toujours pas. Je prenais un peu de Lexomil aussi parce que j'avais remarqué qu'en me shootant, entre guillemets, bah, j'étais un peu plus endormie, donc je ressentais moins la gêne respiratoire. Et puis au 5e jour, voyant que ça ne s'arrangeait pas, bah, j'ai repaniqué. Et donc là, j'ai filé au scanner dans mon cabinet, Mhm. radiologue. J'ai fait un scanner avec injection pour rechercher une embolie pulmonaire, puisque là aussi, on recherchait à l'époque, chez les gens qui avaient une grosse gêne respiratoire, une embolie pulmonaire. Et quelle ne fut pas ma surprise, alors d'une part de constater que j'avais bien des signes de Covid, mais que j'avais un Covid extrêmement modéré. J'avais ce qu'on appelle une atteinte de moins de 10%, donc l'atteinte Ouais. la plus modérée. Donc Donc voilà une grosse l'histoire. différence entre la clinique et les signes objectifs Exactement. déjà à la radio. Exactement, Michel. C'est exactement ça. Il y avait une grosse discordance entre les signes radiologiques, ce qui est d'ailleurs un des gros sujets surprenants, et mes symptômes qui étaient extrêmement marqués au niveau respiratoire. Et est-ce qu'à l'époque, tu as fait une saturation? Est-ce que Alors, tu... ouais, ça je peux en Ouais, parler aussi, car j'ai ouais. vécu avec le saturomètre au doigt toute la journée. Et Ça, tu étais mes à enfants combien? peuvent en Enfin, témoigner. j'anticipe les questions des gens, hein, mais Ouais, ouais, ouais. Alors, étant donné que j'avais compris qu'en respirant plus doucement, qu'en ne paniquant pas, qu'en ne bougeant pas trop, j'arrivais voilà, à garder une saturation qui descendait pas en dessous de 98. En sachant que c'est un outil qui, s'il n'est pas bien utilisé, peut donner des grosses surprises. On peut se retrouver parfois avec un résultat à 85. Donc c'est le stress absolu parce qu'il mhm. n'a pas été bien mis, parce qu'il faut un certain temps avant que l'oxygène revienne totalement. Voilà, Tu peux peut-être, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour Ouais, que tu expliques, parce que je pense que les gens qui en ont en général sont des gens qui sont anxieux, et tout à fait. justement, c'est pas la peine d'augmenter leur anxiété avec des résultats qui sont pas exacts. Exactement. Donc Alors, c'est dis-nous vrai qu'il comment ça faut, s'utilise. il faut utiliser avec ça avec précaution. Il faut déjà être au repos, donc pas faire ça en se baladant, en marchant ou en faisant des activités, être au calme. Bien le placer sur la pulpe du doigt avec une pression qui soit normale et attendre. Et ne pas hésiter à refaire la manœuvre si on a un résultat qui est en dessous de 90. Parce qu'il est peu probable que ce résultat soit exact si on est quand même dans un état correct. Voilà, donc je répète, c'est quelque chose qu'il faut utiliser dans un état de calme absolu et ne pas hésiter à refaire 1 ou 2 essais dans des conditions de calme. Voilà. Et on remarque que souvent le résultat monte après. Voilà. Et Ça, toi, tu étais à combien alors? Tu étais à 98? moi, je ne suis jamais descendue en dessous de 97. Il y a eu quelques moments où j'ai dû passer à 95, mais ça ne durait pas. D'accord, donc une Voilà. saturation, on va dire normale, quoi, C'était quasiment. normal, et pourtant des symptômes qui étaient épouvantables. Voilà, D'accord. épouvantable, avec tous les symptômes du cou qui sont liés à cette gêne respiratoire. On a l'impression que ça me serre au niveau du cou. Ce sont des signes d'hypoxie finalement. Ça serre au niveau du cou, des maux de tête violents, des bourdonnements, une gêne à avaler, à Ouais. parler, une envie de vomir. Donc tous ces signes-là, petit à petit, des troubles digestifs, on a envie d'aller aux toilettes, hein, on a la diarrhée, Mhm. euh, et une tachycardie qui s'installe et qu'on a du mal à réguler. Voilà, donc Et ça fait alors, beaucoup. justement, Ouais. pour terminer sur cette phase initiale, toi qui étais bien informé, euh, est-ce que tu as pris un traitement? Est-ce que tu as pris de l'azithromycine? Quel a été et à quel moment tu t'es traité? Alors je me suis traitée dès que j'ai eu la dyspnée. Ouais. Alors j'étais bien au courant, oui, mais comme tous les médecins, on tâtonnait. À cette Donc époque, oui. exactement, hein, on parle vraiment du début, hein, de l'infection par la Covid, hein, donc c'est une période où on entendait beaucoup de choses. Je dois dire que j'étais déjà au fait, j'étais déjà inscrite sur ce groupe qui m'a beaucoup aidée.
Je le remercie parce qu'il y avait plein d'informations qui passaient et qui étaient toujours d'une grande richesse. Et donc, à l'époque, il était recommandé de prendre le Zitromax. Donc, je me suis fournie en Zitromax immédiatement. Je dois dire que j'ai également pris la chloroquine sans savoir si ça allait avoir un effet, en sachant qu'il y avait même des risques cardiaques potentiels. Hein. Nous, c'est ce qu'on nous apprend médecin. Mais dans ces moments de détresse, et quand on n'a pas d'autre solution, j'ai fait comme tout le monde. Donc, j'ai pris le traitement en anti. Voilà. Bon, Donc, effectivement, Zitromax et chloroquine, voilà, à l'époque. d'accord. Bon, Ouais. alors on me demande, on va peut-être Ouais. juste prendre de cette question-là, Ouais. pour revenir un peu en arrière. Ouais. Alors attends, non, c'était pas cette question que je voulais prendre. C'était, euh, bon, bah je sais plus où elle est. Alors, c'est pas grave. Ah oui, c'est pour savoir s'il fallait prendre le debout, allongé ou peu importe pour la Il vaut mieux saturation. être en position assise ou allongée, oui. Debout, non. Mais ça n'a, oui, pas debout, hein, d'accord. Peu Ok. importe, non, il faut être plutôt assis ou allongé. Tout à fait, Oui. il faut être au repos. Bon, alors Ouais. voilà, on commence déjà donc à avoir des questions Ouais. de personnes. Alors, Voilà. on va peut-être continuer l'histoire et puis voir justement Alors, au on peut fur et à mesure continuer. Ouais, comment ouais, tu as essayé de trouver on peut continuer des solutions. l'histoire. Donc, la phase aiguë, à partir du 14e jour, elle a duré combien de temps? Et est-ce qu'il y a eu une rémission ou ça s'est immédiatement Alors, transformé en forme chronique? donc, si je me souviens bien, ces symptômes-là, ils ont duré au moins 14 jours, peut-être 3 Mhm. semaines. Et j'ai remarqué qu'il y Ouais. avait des cycles, que tous les week-ends, ça s'aggravait, ça s'améliorait un petit peu en début de semaine, puis ça revenait le week-end. Donc, moralement, c'est très difficile. On est Et très tu travaillais démoralisé. ou pas du tout à ce moment-là? Donc là, je me suis arrêtée, je Mhm. pense que c'est la première fois que je me suis arrêtée de travailler. Je ne me suis Mhm. jamais arrêtée de travailler. Et là, je me suis arrêtée de travailler. Je suis restée alitée. Je me levais difficilement. Faut rajouter un symptôme du Covid à l'époque qu'on appelle l'anorexie, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'appétit. Et quand on s'alimente, en plus, on ne se sent pas bien. Donc, j'ai été amaigrie, je n'ai pas mangé, je suis restée beaucoup allongée, j'essayais de me lever tous les jours. Quand je me levais, j'avais le cœur qui tapait fort, je respirais mal. Tout ça, ça a duré à peu près 3 semaines. Après les 3 semaines, ça a commencé à s'améliorer doucement et j'ai repris le travail. D'accord. J'ai repris le travail à ce moment-là, masqué, mais j'ai repris le travail. Ouais, voilà. Et là, j'ai commencé à aller un petit peu mieux, on va dire. Ouais. Ouais. J'ai été un petit peu mieux et j'ai été un petit peu mieux. Et puis, toutes les 3 semaines, les symptômes revenaient. Et puis, ça revenait pendant 3 jours. Et puis ensuite, ça allait mieux pendant un mois. Cet été, ça s'est arrangé, j'allais mieux. Et puis, depuis le mois de septembre, eh ben, je me retrouve à nouveau avec les vagues, comme on dit, les vagues de Covid long. C'est-à-dire que je me retrouve avec tous les symptômes dont on va signaler, qu'on peut lister. Alors, j'ai oublié un symptôme très important, 2 symptômes très importants dans tout ça. J'ai eu, en même temps que la gêne respiratoire, des douleurs dans le dos, qui m'ont fait penser, d'ailleurs, je m'avais l'impression que j'avais une chauve-souris sur le dos, à l'époque on parlait de chauve-souris, quelque chose qui Souris de m'enserrait, Wuhan. ouais, qui me bloquait et qui m'empêchait de respirer. J'avais vraiment quelque chose qui Mhm. me bloquait le dos. Et également un autre symptôme qui n'a rien à voir, j'ai eu une douleur à l'articulation, enfin au tendon de l'épaule à droite, de l'épaule droite. Et D'accord. ça, je veux dire que c'est assez surprenant. Donc quand tous les gens décrivent des douleurs articulaires, etc., qui a priori n'ont rien à voir, c'est exact. J'ai eu une douleur fulgurante dans un bras. Ouais. Ouais, donc des douleurs finalement qui sont pas des douleurs habituelles, c'est Non, des non, symptomatologies qui sont nouvelles en fait. complètement nouvelle, Ouais, exactement. Pour un médecin, c'est c'est, troublant. c'est troublant et puis on a peur. On Et a est-ce qu'à peur. un moment justement, c'est quelque chose d'intéressant, est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es dit c'est pas possible, c'est peut-être autre chose? C'est peut-être autre chose, non, parce que Non, tu j'ai savais quand que même c'était ça. voilà, on va rester uniciste, hein, j'avais quand même les signes. N'oublions pas que j'avais fait un scanner qui montrait quand même les signes d'infection Oui, par le oui, oui. Covid, même si l'atteinte était modérée. Mais par contre, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces symptômes-là et pourquoi ils ne passaient pas et me dire en plus, mais ça va jamais s'arrêter. Et ça,
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec cette angoisse de se dire: «Mais ça va jamais s'arrêter, comment je vais m'en sortir? Ouais. Je suis fatiguée, je suis déprimée», voilà, il y a pas de solution. Et alors Voilà. toi, tu as consulté d'autres confrères ou pas du tout à ce moment-là? Si, alors, si, j'ai consulté un confrère parce que même médecin, j'ai commencé à regarder un peu sur Facebook ce qui se disait. J'ai vu passer à un moment donné un commentaire sur une dame qui avait du mal à respirer et qui disait qu'avec des inhalations, elle respirait mieux. Bon. Mmh. Je doutais un peu parce que je voyais bien que c'était pas un problème bronchique, c'était pas des spasmes bronchiques que j'avais. Et donc j'ai consulté un pneumologue qui m'a auscultée. En même temps, je me disais que c'était quand même l'occasion de me faire Ouais, de faire un examiner point, ouais. et qui m'a prescrit des inhalations avec un appareil dans lequel il fallait inspirer. Donc il y avait des produits à mettre, des huiles essentielles probablement. Il fallait inspirer, expirer de manière régulière. Et j'ai fait ça et en fait j'ai failli tomber dans les pommes parce qu'en fait je me suis mise à hyperventiler et c'était déconseillé. Et Ouais, donc ouais. j'ai tout de suite arrêté, j'ai rendu tout de suite ce système à la pharmacie et j'ai dit c'est pas du tout bon, il faut surtout arrêter tout ça. Voilà. Alors on pose une question, on va pas rentrer dans ce qui est, de l'ordre du secret médical, mais on me demande, tu Non. avais aucune maladie, Ouais, particulière, tu avais, non, tu étais non, voilà, il y avait rien de non, particulier? non. Bon Voilà, état général, bon état général. voilà. Pas de pathologie chronique connue. Bon. Exactement. Ouais, ouais, c'est une bonne question. Alors bon, Voilà. je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment un cas, on va dire, entre guillemets, «typique», hein, de Ouais, covid long. Alors j'imagine qu'il y a sûrement des symptômes qui varient d'une personne à l'autre, mais on retrouve le côté cyclique, les symptomatologies, assez nouvelles et puis, bah, une incompréhension par rapport, nous-mêmes à ce qui se passe et alors peut-être toi tu as pas eu ça, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, finalement quand on va voir un médecin, il comprend pas ce qu'on a et il a, on se demande s'il doute pas quelque part de ce que j'ai. Est-ce que toi ouais, je aussi comprends. tu as ressenti ça? Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Alors, moi, j'ai peu consulté, mais le seul médecin que j'ai vu, c'est vrai qu'il m'a reçue d'une manière assez, voilà, assez détachée, hein, en me sculptant, en considérant que ma capacité respiratoire était normale, donc il y avait rien de grave. Mmh. Donc je me suis dit: «Il va falloir trouver des moyens par moi-même». Ouais. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans plein de dysfonctionnements, je pense du corps. Il faut souvent peut-être se détourner de la médecine pure. Voilà, et moi en tant que médecin, je suis capable de le dire aujourd'hui. C'est vrai pour plein de choses, hein, pour plein de dysfonctionnements et je pense qu'il y a plein d'autres manières d'essayer d'aller mieux quand le corps médical ou que les médicaments ne marchent pas. Voilà. Alors justement, on va voir, ça va être la dernière partie, on va voir qu'est-ce que tu as, toi, trouvé pour, en tout cas t'améliorer et Mmh. peut-être avant, c'est, te demander, finalement, tu as fait des recherches, Ouais. tu t'es, voilà, tu t'es informé et quelle est ta conclusion, pour expliquer, sur un plan physiopathologique? C'est-à-dire, pour quelle est l'explication selon toi, de ces covid longs? Donc ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des symptômes étaient liés à un dysfonctionnement de ce qu'on appelle le système nerveux végétatif ou autonome, qui est un des systèmes nerveux qui n'obéit pas à la conscience, mais qui est un fonctionnement autonome du corps, Mmh. hormis d'autres pathologies qui sont plutôt de type inflammatoire, comme l'atteinte que j'ai au niveau d'un tendon de l'épaule. Donc je dissocierai les deux choses. Il y a des troubles qui sont d'ordre plutôt inflammatoire, qui peuvent être des tendinites, des capsulites, des inflammations articulaires, dont je souffre, et des signes qui sont plutôt liés à un dysfonctionnement du système neurovégétatif. Donc, je ne Mmh. sais pas si les gens connaissent ce système neurovégétatif qu'on appelle donc le système neurologique autonome. Oui, bah, il Et faut que tu nous fasses un petit rappel, hein, je pense, ça fera voilà. de mal à personne. Donc, en fait, il y a des gens qui ont fait quelques études et qui se sont rendus compte que ce système pouvait être déréglé parce qu'il y avait peut-être une atteinte de vaisseaux sanguins. On a beaucoup parlé de l'atteinte systémique ou sanguine du Covid et qui pourrait donc dérégler des capteurs qui se trouvent au niveau des vaisseaux chez l'homme qui permettent de réguler ce système nerveux autonome. Et si ce système nerveux autonome est en échappement, il va être sous l'influence de plein de petites choses, et c'est pour ça qu'on y reviendra, qui sont les émotions, le stress et l'anxiété.
Donc, il faut Mhm. d'autant plus, justement, rester calme et diminuer son stress et essayer de réguler son émotivité. Ce qui n'est pas simple, je l'avoue. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur le système neurologique autonome. Il y a deux systèmes neurologiques, si je me retrouve dans mes petits papiers, parce que même moi, je m'y perds un petit peu. Il y a le système qui est le système sympathique, qui est celui qui permet de réagir au stress en activant plutôt l'organisme. Il a plutôt un rôle de défense et d'action. Il va augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle. Et il y a le système neurologique parasympathique. On me dit qu'on t'entend mal. Tu as Bon, touché peut-être la position du micro ou non? j'ai peut-être bougé un papier. Vous m'entendez? Voilà, alors, on va Alors, je essayer comme disais qu'il y ça. avait deux types. Dans le système nerveux autonome, on a le système neurologique sympathique, qui est celui qui permet de réagir en cas de stress et qui va augmenter la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la tension pour réagir à un stress. Et il y a le système nerveux parasympathique, et c'est de celui-là dont on va parler aujourd'hui, qui lui permet la relaxation en ralentissant toutes les fonctions de l'organisme. Et ce système parasympathique, il correspond à un nerf qu'on appelle le nerf vague, qui est le nerf le plus long du corps et qui naît de la base du crâne et qui va descendre jusqu'à l'estomac. Et donc, on comprend aisément qu'il va pouvoir innerver et donc entraîner un dysfonctionnement sur tout le système ORL, la gorge, le voile du palais, la langue, avec plein de troubles associés. On a du mal à déglutir, on a du mal à parler, on peut avoir un problème peut-être de goût, qui va agir sur tout ce qui est respiratoire en jouant sur un bronchospasme ou une bronchodilatation sur les bronches, qui va agir sur le cœur en modifiant la fréquence cardiaque, qui va agir sur l'œsophage, on peut avoir des envies de vomir, et qui va agir sur l'estomac. Mais qui va agir aussi parce qu'il favorise la sécrétion d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine et qui, lui, est très utilisé par plein de glandes dans le corps qui va favoriser l'influx nerveux et modifier le fonctionnement de plein de glandes, comme la thyroïde, les surrénales, le pancréas. Donc, si on comprend bien, on peut avoir plein de modifications dans l'organisme à des endroits qui paraissent n'avoir aucun lien entre eux et pour lesquels on se dit, mais quel est le rapport? Donc, pour les gens, Mhm. il est impossible de faire un lien et pourtant, ce système nerveux autonome, une fois qu'il est déréglé, il va entraîner un dysfonctionnement sur une série d'organes avec des symptômes différents. Et là-dessus, on va aboutir à un dysfonctionnement de l'organisme. Donc en fait, les organes en eux-mêmes sont sains, Tout à fait. fonctionnent correctement. Tout à fait. C'est un des systèmes de régulation Tout à qui est fait. affolé, qui fonctionne pas correctement et qui donne Exactement. des ordres, on Exactement. va dire, qui sont incohérents par moment. Exactement. Et Sachant en que, fait, voilà, on ne sait pas par contre par quel mécanisme ça se met à dysfonctionner, qui au-dessus de tout ça donne les ordres. alors voilà. Alors j'ai lu, parce que je vous fais partager ce que j'ai lu. J'ai lu que la fatigue, en tout cas, surstimulait le parasympathique et que l'anxiété surstimulait le système sympathique. Et finalement, dans le Covid, eh ben, on a l'anxiété et la fatigue. Ce qui fait qu'en fait, il y a une espèce de dérèglement de tout cet équilibre, car l'organisme, finalement, le corps humain, il marche bien quand on a un équilibre entre le système sympathique et le système sympathique. Je rajouterais que le système sympathique, en général, se met en branle la journée pour bien vivre et que le système parasympathique se met en branle la nuit pour bien dormir et ralentir la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Or là, tout est déréglé et les cycles sont inversés. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est Ouais. est-ce qu'on peut arriver avec notre conscience, tu as expliqué tout à l'heure que c'était inconscient, est-ce qu'on peut, nous, réussir quand même à reprendre une partie du contrôle avec notre conscience? Alors, comme c'est un système nerveux autonome, moi la première, je me suis dit comment agir sur quelque chose qui fonctionne indépendamment de la conscience, car c'est Ouais. un système qui régule nos organes. Donc c'est là que la conscience, un peu la super conscience, va permettre d'agir en se relaxant, en prenant de la distance,
en prenant du recul, en se disant je suis pas morte la semaine dernière, donc c'est que ça va aller. J'ai dépassé tous ces symptômes, je vis avec, donc c'est certainement pas quelque chose de si dramatique. Je vais m'en sortir, je vais y arriver. Et tout ça, à force de se le dire, de se le répéter, de se calmer, d'éviter de rentrer dans ces processus d'anxiété qui vont encore plus augmenter le dérèglement du système neurovégétatif, on arrive en tout cas à passer ces vagues, parce que c'est vraiment des vagues, à se laisser porter par la vague, si je peux dire, et arriver à dépasser ça et à Mhm. calmer un peu notre émotionnel. Alors, peut-être avant de parler de la relaxation et de donner vraiment des conseils pratiques, les médicaments, il n'y en a aucun qui peut fonctionner pour permettre de retrouver le contrôle et remettre un peu d'ordre dans ce système neurovégétatif. Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Alors, j'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai moi-même testé quelques petites choses. Je dois dire que dans les moments où la tachycardie était majeure et où je me sentais vraiment au bout du rouleau, c'est-à-dire que j'arrivais plus à Oui. calmer tout ce dysfonctionnement, j'ai pris un peu de Lexomil qui m'a apaisée. J'avais Mhm. remarqué, au début, je ne savais pas parce que je ne me sentais pas stressée particulièrement, mais que mon corps m'échappait. Donc, en m'assoupissant légèrement, ben, les symptômes se calmaient légèrement. Donc, on a vu que parfois les anxiolytiques peuvent permettre, je ne les préconise pas régulièrement parce que c'est quelque chose auquel il ne faut pas s'habituer, mais ça Mhm. peut permettre de passer un cap sur une demi-journée où vraiment on a l'impression qu'on ne va pas y arriver et le rythme cardiaque se ralentit et on est un petit peu plus tranquille. Voilà, c'est les seuls. Après, il y a des médicaments donnés par les cardiologues pour ralentir le rythme cardiaque. Ça, Ouais. je sais que c'est fait. Voilà. Enfin, ça, il ne faut pas les prendre tout seul, hein, bien sûr, hein. Il Tout faut aller à voir un fait. cardiologue Tout à ou fait. votre Ça, il faut médecin voir un cardiologue. généraliste. Voilà. Exactement, ou un généraliste. Exactement. Alors, peut-être pour maintenant passer sur l'aspect pratique, toi, tu as quand même réussi à contrôler, si ce n'est faire disparaître. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et ce que tu peux conseiller comme chose simple que tout le monde peut faire? Alors, j'ai lu beaucoup de choses comment réguler le nerf vague. Alors, il y a une chose qui marche, c'est, enfin, qui marche, oui, qui peut marcher. C'est déjà de porter son attention à autre chose. C'est-à-dire que quand l'esprit va être occupé sur une action qui va mobiliser notre attention de manière importante, il va y avoir une régulation qui va se faire et le système parasympathique va s'autoréguler. Donc c'est quelque chose que je peux conseiller, c'est-à-dire de s'intéresser à quelque chose qui va mobiliser toute l'attention de la personne, hein, discuter, s'intéresser à un projet, et tout à coup les choses vont s'arranger. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est qu'on ne peut pas se reposer quand on en a envie parce que le cœur Oui. s'emballe, parce que voilà, on n'arrive pas à être détendu, relaxé. Ça, Alors, c'est au par repos. exemple, oui, par exemple, quand tu travailles, hein, Ouais. j'imagine que ton esprit est occupé, tu as moins de symptômes que quand tu rentres le soir chez toi, ou est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment de la Alors, journée? le problème, c'est que c'est encore plus compliqué que ça, puisque comme c'est un dysfonctionnement, l'adaptation ne se fait pas de la même manière quand je suis assise ou quand je me lève et que je vais avoir une action de mobilité. Parce que là, mon système neurovégétatif fait que la fréquence cardiaque et la tension ne vont pas s'adapter au moment où je vais me lever, par exemple. Donc, il y a une possibilité de tomber dans les pommes, de faire un malaise vagal. Ça, c'est quelque Hmm. chose qui est bien décrit. Le brouillard dans le cerveau, je l'ai vu passer, des fourmillements, la pâleur, la nausée, qui sont en fait tous les signes du malaise vagal. Donc, c'est ce qui est compliqué, c'est que les changements d'activité ne sont pas toujours faciles à réaliser parce que l'organisme ne se régule pas dans ces changements de position. Néanmoins, toujours pareil, en restant tranquille, en ne s'affolant pas, on parvient au bout d'un moment à obtenir cette régulation, quitte à s'asseoir, attendre que ça passe. Voilà. Mais surtout, ne pas rajouter d'anxiété, surtout pas. Alors, J'insiste toi, là-dessus. tu parlais tout à l'heure de relaxation, de Ouais, yoga. Alors, tout ça, ouais, ce sont des techniques. Est-ce que tu peux, ouais. sans entrer trop dans le détail, mais peut-être, est-ce que tu conseilles aux gens de le faire eux-mêmes en allant regarder éventuellement, je ne sais pas, sur des sites que tu peux conseiller, ou est-ce qu'il faut participer à des cours, ou voilà, qu'est-ce que tu conseilles et qu'est-ce qui marche bien?
Alors, le yoga, c'est une activité dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein. Tout le monde a l'impression de connaître le yoga. Moi, je pense que c'est une activité qu'il faut pratiquer de manière assez rigoureuse, parce que l'important, c'est de bien faire les postures ou de les faire d'une manière juste. Il y a un yoga qui va s'intéresser à tout ce qui est respiration. Il y a un yoga qui va s'intéresser à tout ce qui est posture physique. Alors, concernant la respiration, il y a des choses qui marchent, qui sont je trouve plus le mot, la cohérence cardiaque, qui est également recommandée par des cardiologues aujourd'hui. La C'est cohérence quoi là? Tu veux cardiaque, expliquer ce que c'est, oui? ouais. Alors la cohérence cardiaque, c'est finalement de respirer à un rythme très lent en enchaînant de longues inspirations qui vont être par exemple sur 5 temps, suivies de 5 expirations. Et de répéter ça donc sur 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois. Je le recommande surtout pour essayer de s'endormir. Parce que quand on est tachycarde et qu'on n'arrive pas à s'endormir, la cohérence cardiaque permet de retrouver justement cet équilibre et de rééquilibrer le système neurovégétatif. Donc ça, c'est pas du yoga. Est-ce que tu peux réexpliquer peut-être en On montrant recommande. une expiration pour qu'on On va faire, comprenne en fait, bien? il faut faire une inspiration longue sur 5 temps, par exemple. Bloquer et expirer sur 5 temps. Ce sont d'ailleurs des choses qui marchent aussi pour se relaxer quand on est anxieux dans la journée. Et répétez ça. Donc, inspirez sur 5 temps, bloquez. Expirez sur 5 temps, bloquez. C'est quelque chose qui fonctionne. Je l'ai expérimenté plusieurs fois et au bout d'un moment, ça entraîne une régulation et le rythme cardiaque redevient normal. Donc ça, c'est quand on a une crise. Quand on est en crise de tachycardie notamment, Voilà. pour calmer et ralentir le rythme cardiaque. Une deuxième chose qui marche aussi, c'est d'augmenter l'expiration. Voilà. Surtout quand on a ce blocage inspiratoire, il faut éviter de forcer à tout prix, de vouloir à tout prix inspirer. Il vaut mieux inspirer modérément et quitte à rallonger l'expiration sur plusieurs temps également. Donc ne pas chercher à tout prix à égaliser les deux si c'est quelque chose de difficile, mais privilégier l'expire. Donc souffler tranquillement. L'hyperpression abdominale aussi marche. Donc, souffler et bloquer, tout ça va améliorer et réguler la fréquence cardiaque. Ce sont des choses que j'ai testées, parfois de manière, voilà, en les cherchant, même toute seule, et effectivement, ça marche. Donc, je confirme. Le yoga va utiliser ces méthodes respiratoires puisqu'on apprend à inspirer, bloquer, expirer, bloquer. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le yoga, mais je conseille de le faire quand même avec des professeurs expérimentés. L'apnée, finalement, rester en expiration en bloquant, je pense que ce sont des choses qui peuvent améliorer la fréquence cardiaque et améliorer l'oxygénation du cerveau et calmer l'émotionnel, ce qui est fondamental dans les Covid longs. L'émotionnel est complètement perturbé dans les Covid longs. Quant à la pratique du yoga physique, on sait qu'elle améliore également le système neurovégétatif. Elle va réguler le fonctionnement de beaucoup de glandes et elle va calmer ce système autonome qui est dysfonctionnel. Que ce soit notamment toutes les postures inversées, où on met les jambes en l'air, où on ouvre la poitrine. Il y a beaucoup de postures qui permettent de calmer le mental et de réguler le système végétatif. Voilà. C'est quelque chose auquel je croyais moins avant, puisque je pratique le yoga depuis longtemps et à l'époque, je n'avais pas ce problème-là. Et je suis très contente d'avoir pu retrouver mes exercices de yoga qui m'ont quand même permis de tenir et de continuer à travailler, je dois dire. Il y a une question qui est enfin un petit peu longue. On nous parle également alors d'une technique et puis de tout ce qui est plantes. Euh, je ne sais pas si tu as eu le temps de tout lire. J'ai lu, j'ai vu des mots, l'armoire. Alors, je ne connais pas tous ces produits.
Une sorte de menthe. Je sais qu'il y a des huiles essentielles à respirer qui calmeraient aussi. Alors, est-ce que la menthe en fait partie? Il est possible. Après, moi, je pense qu'il faut essayer tout ce qui peut finalement réveiller en quelque sorte et casser ce cycle infernal où tout est dysfonctionnel. Alors, on peut être interpellé, je dis, par une activité, mais ça peut être une odeur, ça peut être une sensation, ça peut être une image qu'on va visualiser. Tout ce qui va finalement stimuler, casser ce cycle infernal de Ouais. dysfonctionnement. Ouais. Bah, Tifo, c'est arriver à retrouver le contrôle finalement, quelque part, d'une Le façon ou d'une contrôle, autre. Ouais. exactement. Donc chacun utilisera la méthode qu'il veut, que ce soit de la visualisation de choses agréables. Je pense que ça marche aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rentrer en boucle dans ce processus maléfique, finalement, Ouais. qui nous emmène dans un bad trip, on peut le dire. Hein. On perd pied, on est très anxieux, on n'en voit plus la fin, on se dit qu'on va jamais s'en sortir, on se dit qu'on est seul au monde. Et donc, voilà. Alors Trouver... après, est-ce que tu penses, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, mais moi j'ai pas de Covid long, donc est-ce que tu crois qu'à un moment il faut s'arrêter de faire des recherches dans tous les sens, d'aller voir 10 000 médecins et peut-être effectivement se reconcentrer sur, sur ce que tu expliquais toi-même, c'est-à-dire essayer de trouver des techniques qui nous permettent de retrouver le contrôle. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vois beaucoup de patients hein, qui enchaînent les consultations, qui font des scanners, qui vont aux urgences parce qu'ils sont paniqués, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils cherchent des solutions. Et quand j'ai la chance de pouvoir discuter avec eux, moi je leur explique que je crois que c'est en nous c'est nous qui devons trouver les solutions pour réguler notre système nerveux qui dysfonctionne par cette inflammation qui s'est attaquée à ce système nerveux. Je pense qu'on va probablement finir par comprendre que c'est quelque chose de cet ordre-là et que donc ce système nerveux autonome, aucun médecin ne va pouvoir le guérir, hein, puisqu'il n'y a pas d'anomalie des organes, comme tu l'as dit. C'est la régulation du corps qui se fait mal. Donc cette régulation, elle doit passer par une maîtrise de soi et se connaître, s'observer, s'intéresser à soi, ce qui est aussi peut-être pas inutile dans ces périodes où on se perd un peu à l'extérieur, et finalement revenir à comprendre comment marche le fonctionnement du corps. Je Mhm. vous invite tous à lire un peu, à comprendre comment marche le corps humain avec ce système nerveux autonome. Et quand on commence à s'y intéresser, on commence à comprendre ce qu'on a et avoir un peu moins peur. Parce que quand on comprend, on a déjà un petit peu moins peur. C'est le début d'une petite guérison. Respirer en chantant. Oui, je Voilà. pense que le chant, effectivement, fait partie des activités. Comme je l'ai dit, il peut y avoir en plus des dysfonctionnements du larynx ou des gènes à la déglutition. Moi, c'est quelque chose dont je souffre souvent. C'est-à-dire que parfois, j'ai du mal à parler. Et je suis ravie ce soir d'arriver à m'exprimer. Et je pense que le chant permet d'ouvrir justement le larynx, d'ouvrir le dos et d'améliorer toutes ces choses. Voilà. En plus, on se fait du bien. C'est Alors, bien. bon, c'est vrai que c'est important. Je pense qu'il faut Ouais, répondre à cette question-là parce que, ouais, en fait, ouais. enfin, moi, je vais répondre de mon côté, puis tu donneras ta réponse. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de vous dire on peut rien pour vous, débrouillez-vous. Je pense que c'est pas ça, finalement, euh, la réponse. Hein, et je pense que c'est un peu le sentiment que les gens qui ont des Covid longs ont ce ressentiment vis-à-vis des médecins que finalement, bon, on n'a pas envie de s'occuper d'eux, qu'on peut rien faire pour eux. Et je pense que la réponse, elle vient d'ailleurs, ce que tu as expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que tu répondrais, toi? Mais je pense que les médecins sont démunis, il faut le reconnaître. Moi, il m'arrive de dire aux gens, je ne sais pas comment vous aider en tant que médecin. C'est pas honteux de le reconnaître. On connaît déjà mal, on a déjà du mal à comprendre l'explication de tous ces symptômes, donc on commence à évoquer cette inflammation du système nerveux. Donc, il faut reconnaître que pour l'instant, nous n'avons pas de traitement médicamenteux, en tout cas, pas de traitement médical, que les organes, pour la plupart des gens qui n'ont pas eu d'atteinte grave, hein, bien sûr, je ne parle pas de gens qui ont été en réanimation ou qui ont des séquelles réelles de fibrose pulmonaire ou Mmh. d'atteinte
polyviscérale, comme on dit, c'est-à-dire une atteinte des reins, du cœur reconnue avec une inflammation du cœur. Moi, je parle de gens qui ont des organes sains, mais qui ont un dysfonctionnement du système nerveux qui va réguler tous ces organes. Donc, il n'y a pas de médicament qui marche pour traiter cela, car il n'y a pas de maladie réelle, il y a un dysfonctionnement. Donc, le dysfonctionnement se traite ou s'améliore par toutes ces méthodes aujourd'hui paramédicales qui sont le yoga, la relaxation, la marche. On m'a parlé de la marche afghane, une de nos collègues, le chant, pourquoi pas, la cohérence cardiaque. Alors, je rajouterai aussi une hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie, de toute façon, ça réduit l'inflammation, puisqu'il y a aussi une partie inflammatoire. Donc, je pense qu'il ne faut pas manger d'aliments trop inflammatoires. Peut-être qu'on pourra avoir un débat avec des gens qui connaissent mieux que moi ce qui crée une inflammation au niveau de l'alimentation. Éviter l'alcool. J'ai remarqué, parce que parfois je me disais je vais boire, ça va me détendre. C'était pire. Au contraire, je me sentais encore plus mal. Fractionner les repas. J'ai remarqué aussi que ça me permettait du coup d'avoir moins d'effets digestifs et moins de complications. Donc des petites méthodes, mais qui sont finalement des petites méthodes qui ne sont pas purement médicales, mais de bon sens. Voilà. Non, je pense que là, on peut dire que non, hein. Je pense pas que ça ait de rapport, mais quel est ton avis, hein? Alors, le masque, il rajoute à la sensation d'étouffement, c'est clair, hein, quand on ne se sent pas bien, qu'on se sent oppressé, bah, le masque, il rajoute cette sensation-là. Et là encore, garder son calme et favoriser l'expire. Vraiment, j'insiste beaucoup sur l'expiration, ne pas chercher à inspirer à tout prix si on se sent bloqué. Vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a un calme qui s'installe. Alors après, je pense quand même, il faut le dire à un moment quand même de cette discussion, que il faut quand même être prudent aussi si vous avez des symptomatologies qui sont peut-être un peu en dehors de ce qu'on vient d'expliquer, de quand même pas tout mettre sur le dos d'un Covid long et de pas passer à côté d'autres choses, hein. Donc, ça n'empêche pas, à un moment, si vous avez des doutes, quand même de voir votre médecin généraliste pour éliminer quand même un autre problème. On est Bien d'accord, sûr, Isabelle. bien entendu. De Voilà. toute façon, Alors, moi, c'est vrai que je suis passée directement à ces méthodes puisque je suis médecin et que je me suis oui, oui, tout à rendu fait. compte que, voilà, qu'il n'y avait rien de grave. Mais j'incite les gens à consulter, bien entendu, pour Alors, vérifier que leurs organes sont sains. Parfait. Oui. toi, ça fait donc maintenant un bon moment que tu as eu ce Covid. Tu es parmi les premiers à avoir eu le Covid. Où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? Quelles sont les améliorations et comment tu vois les choses et l'avenir pour les gens qui ont des Covid longs? Est-ce que à un moment donné, ça va s'arrêter? Alors déjà, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les Covid longs touchent particulièrement les gens qui ont eu le Covid au mois de mars, au mois d'avril. Est-ce que les gens qui ont eu le Covid plus récemment continuent à avoir des symptômes? Ça, c'est la première question que je me pose. Est-ce qu'on leur a d'ailleurs donné des corticoïdes à ces derniers patients? Chose qu'on ne donnait absolument pas au tout début, qu'on donne un petit peu plus aujourd'hui, je crois. Mhm. Pour ma part, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, depuis 2 jours, je ne vais pas bien. Voilà, la vague est revenue, la tachycardie au repos, la gêne respiratoire, avec les maux de tête, l'impression d'avoir le cou serré, de mal respirer. Voilà. Donc la vague, elle est revenue. Est-ce qu'elle est revenue parce que l'ambiance générale fait que y a un stress général qui fait que je m'affaiblis psychologiquement? Est-ce que c'est juste une vague et je dois l'accepter? J'oscille entre les différentes hypothèses, mais j'apprends à vivre avec en tout cas. Voilà, ça c'est sûr. J'apprends à vivre avec et je me dis que ça finira bien par partir. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais voilà, faut garder du courage et de la confiance. Alors, on va juste prendre deux, trois questions qu'on n'a pas abordées, puis on va arriver au bout de l'heure, hein, ça passe vite, hein. Euh, alors, il y a une personne qui, je pense qu'on a répondu, hein, mais je vais quand même la passer parce que je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui doit être angoissé, quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit et qui s'étouffe. Donc, c'est un peu ce que tu as expliqué tout à l'heure, non, sur Alors la déjà, respiration. c'est vrai que le terme étouffement, c'est un terme qui est souvent utilisé sans savoir exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire ne pas réussir à gonfler les poumons? En fait, on est bloqué. Je pense que c'est souvent ça, c'est ce blocage inspiratoire.
C'est pour ça que j'incite à ne pas insister sur cette inspiration quand c'est pas possible, mais à privilégier l'expiration, même si ça paraît curieux au démarrage. Respirer, inspirer très peu, mais expirer longuement. Répéter ça plusieurs fois et au bout d'un moment, on peut arriver à s'améliorer. Une autre méthode aussi que j'ai testée, parce que finalement je teste beaucoup de choses, c'est se mettre sur le ventre. Ça ouvre un peu le dos, tout en se laissant vraiment aller. Hein. Donc il Mhm. faut toujours être dans cette acceptation et savoir se détendre. Se mettre sur le ventre, ça permet d'ouvrir le dos. Donc aussi parfois de mieux respirer. Mais quand on étouffe, moi ce que je fais, parce que ça m'arrive, hein, c'est ne pas forcer, et expirer au maximum. Expirer plus que je n'inspire. Voilà. Donc, il y a beaucoup Ouais, parce finalement. que Ouais. en fait, je pense pas qu'il y ait de risque hein, particulier. Non, On va pas, voilà, il n'y a pas de risque. C'est juste ça déclenche une sensation qui est extrêmement angoissante ouais, tout à fait. et on a du mal à se raisonner. Hein, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai qu'il y a pas de risque vital hein, à ce moment-là. Il n'y a pas de risque. Voilà, une fois qu'on se l'est dit, qu'on se dit presque, je me laisse aller, il va rien m'arriver, je respire moins Mhm. bien, je respire moins fort, je respire plus doucement, j'expire plus que je n'inspire, mais il faut effectivement rentrer dans un état de conscience qui est au-delà de notre façon de fonctionner habituelle. On respire de manière très automatique. Je pense que les gens qui font de l'apnée, qui font de la plongée, des gens comme ça, qui ont cette conscience-là, sont des gens qui ont la capacité justement de bloquer leur respiration ou de rester quelques secondes sans respirer et de comprendre qu'on peut tenir sans respirer, que ce n'est pas grave. Ne pas chercher à halter, c'est-à-dire à respirer vite et à respirer plus vite. Mhm. Au contraire, moins on respire bien, plus il faut respirer lentement. Et c'est tout le paradoxe qu'il faut accepter. Respirer plus lentement qu'on ne le fait en temps normal. Voilà. Donc, si je résume ce qu'on a dit, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas vraiment d'examen qui ont un intérêt. Donc, véritablement, ce qui marche, en tout cas ce qui a marché pour toi, et ce qui semble assez cohérent avec ce que tu nous as expliqué au niveau du mécanisme physiologique qui est probablement en cause dans les Covid longs, même si on n'en connaît pas véritablement l'origine au tout début, eh bien, c'est d'essayer de reprendre le contrôle, d'arriver avec des techniques de relaxation, d'arriver à faire passer le cap de ces moments difficiles et peut-être d'en profiter, d'en faire une opportunité pour mieux se connaître, pour retrouver une hygiène de vie et véritablement voilà, d'arriver comme ça, finalement, en tout cas, d'en diminuer beaucoup les effets de ces Covid longs. Voilà, diminuer les effets et apprendre à vivre avec. Voilà, sans trop s'inquiéter. Voilà, en sachant que quand on a déjà passé certaines vagues ou certaines crises, c'est qu'on a réussi à tenir, donc c'était pas si grave que ça, et voilà, et que le corps humain finalement est en capacité de s'adapter. Très bien, bah écoute, je crois on a pratiquement terminé, à moins que tu aies autre chose à rajouter. Non, donc comme tu l'as dit, donc vérifier évidemment avec un médecin qu'il n'y a pas d'anomalie de certains organes, comme la glande thyroïde, hein, parce qu'il peut y avoir des dysfonctionnements de certains organes, pancréas, thyroïde. Faire éventuellement un scanner hein, pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Ça, c'est un autre sujet, la radiologie, sur lequel on a aussi beaucoup de questionnements. Faut-il faire des scanners à tous les patients? Et puis, l'hygiène de vie, moi, je pense que c'est le sujet principal aujourd'hui, c'est avoir une hygiène de vie la meilleure possible, puisque c'est une atteinte inflammatoire et qu'on sait que la meilleure réponse à toute attaque inflammatoire, c'est d'avoir une vie saine en gérant son stress le mieux possible. Voilà. Bah écoute, docteur Isabelle Usan, merci beaucoup. Je pense que, en tout cas, les gens auront compris qu'ils sont pas seuls et qu'il y a Exactement. des gens qui, voilà, qui ont la même chose, qui essaient de trouver des solutions parce qu'ensemble, on est plus fort. Hein. C'est quand même la devise de Gilles Besnénou, donc on va quand même terminer là-dessus. Et puis, bien évidemment, sur le groupe d'entraide, il y a beaucoup de questions, des réponses. Et c'est important aussi que vous, entre vous, vous échangiez des petits trucs et des solutions et que vous arriviez à vous réconforter. Voilà, bah on vous dit en tout cas à très bientôt. Merci Merci. encore Isabelle. Merci à toi. Merci à tous. À bientôt.
À bientôt.